Les conditions à remplir pour obtenir une pièce d'identité sont-elles difficiles et insupportables pour les citoyens togolais? Difficile de le dire, mais la réalité prouve à suffisance que seulement quelques personnes ont soit une carte nationale d'identité ou un passeport. Selon les chiffres révélés par la Direction générale de la documentation nationale DGDN et publiés par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale à travers le rapport d'évaluation sociale du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest au Togo, à la fin du mois de décembre 2022, le nombre de détenteurs de cartes nationales d'identité s'élevait à plus de 1 326 000. Les hommes sont au nombre de 866 000 et les femmes sont chiffrées à 460 000, presque la moitié du nombre des hommes. D'après les mêmes sources, moins de 500 000 Togolais sont détenteurs de passeports, au nombre desquels 189 000 femmes et 307 000 hommes. Selon les autorités togolaises, ces chiffres renforcent et attestent la pertinence de la problématique d'accès à une pièce d'identité au Togo. Par ailleurs, la carte d'électeur est la pièce d'identité détenue par la majorité des Togolais. Au dernier recensement, plus de 4 millions de Togolais possèdent une carte d'électeur. Ce nombre représente la moitié de la population du pays. L'ampleur de la crise actuelle de la faim et de la malnutrition dans le monde est énorme. Chaque jour qui passe, les populations du monde entier s'enfoncent dans la faim. En témoigne un récent rapport de 16 organisations de l'ONU et humanitaires sur l'année 2023. Il ressort dans ce rapport que près de 282 millions de personnes ont nécessité une aide d'urgence, soit 24 millions de plus que l'année précédente. En effet, les violences, la crise économique, le changement climatique, entre autres, sont les facteurs favorisant l'insécurité alimentaire. Et selon les analyses d'experts, près de 55 millions de personnes devraient être confrontées à une grave faim au cours de la prochaine période de soudure de juin à août 2024 en Afrique de l'Ouest et centrale. Et plus précisément en Afrique de l'Ouest, les chiffres de la faim les plus alarmants se situent au Mali, pays touché par le conflit où quelques 2600 personnes seront confrontées à une faim potentiellement catastrophique dans les mois à venir. En plus du Mali, au Burkina Faso, en Somalie et au Soudan du Sud, au moins 120 000 personnes devraient être confrontées à la famine dans les mois à venir. Une crise humanitaire s'aggrave dans le nord-est du Mali où des groupes armés liés à l'État islamique ont assiégé des villes importantes, ont averti mercredi des habitants et un groupe d'aide. Parmi ces villes aux mains des djihadistes figure Ménaka qui est assiégée depuis 4 mois, exposant les résidents, notamment quelques 80 000 enfants, à la menace de la malnutrition. Selon les habitants et les organisations humanitaires, dans cette zone, les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter et des produits essentiels comme les médicaments deviennent de plus en plus rares. Le Mali, comme le Burkina Faso et le Niger, luttent depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des djihadistes. Le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir après un coup d'État en 2021, a promis de repousser les groupes armés, mais les Nations Unies affirment que le gouvernement malien a perdu du terrain. Depuis le déclenchement de la guerre au Soudan il y a 1 an, plus de 500 000 personnes ont fui pour se rendre au Soudan du Sud par divers points d'entrée. Le plus important étant celui de Renk, situé dans l'état du Haut-Nil. Les travailleurs sociaux sur place expliquent que l'arrivée des réfugiés à Renk se fait dans des conditions déchirantes alors que la violence continue de faire rage, les laissant souvent affamés, épuisés et désespérés. Nous sommes ici au centre de transit de Renk et nous recevons un certain nombre de personnes venant de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ils arrivent ici pour demander de l'aide et de la protection. Comme vous pouvez le constater, c'est ici qu'ils vivent et les conditions sont terribles. Ils n'ont pas d'abri, ils manquent de nourriture et l'eau est toujours un problème.
Les choses sont vraiment difficiles. La genèse du conflit remonte à 1 an lorsque les tensions entre l'armée et les forces paramilitaires ont explosé en affrontements dans les rues de Khartoum à la mi-avril 2023. Depuis, des défis abondent dans les camps de déplacés, notamment en ce qui concerne la distribution d'aide aux arrivants. J'ai vu des gens venir du Soudan à cause de la guerre. Ils recherchent la paix, ils ont besoin d'un abri, d'eau et de soins. Ici, il y a un certain nombre d'enfants qui jouent dans la boue, qui ne sont pas allés à l'école et qui ont peur de la guerre. Ils veulent partir d'ici car ils sont en quête d'une vie meilleure. D'après les données de l'organisation humanitaire Plan International, près de 20 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à Renk et chaque jour, des milliers d'entre eux quittent cette zone pour d'autres régions. Alors que les premiers charters de migrants expulsés par la Grande-Bretagne sont attendus au Rwanda en juillet, Kigali a accueilli un premier débouté du droit d'asile en provenance de Londres. Il y est arrivé sur la base du volontariat, selon les déclarations faites mercredi par les autorités rwandaises, lesquelles ont affirmé par ailleurs que l'intéressé fera part dans quelques jours de son souhait de rester au Rwanda ou de choisir une autre destination. Pour le secrétaire britannique au commerce, cette décision volontaire du migrant prouve que le Rwanda est un pays sûr, mais il admet que l'expulsé a été payé 3 750 $ pour partir. Des défenseurs des droits de l'homme dénoncent la sous-traitance de la politique migratoire choisie par Londres. Les autorités britanniques de leur côté espèrent que les expulsions dissuaderont les migrants qui risquent leur vie sur des bateaux gonflables dans l'espoir de pouvoir demander l'asile une fois qu'ils auront atteint la Grande-Bretagne. Des touristes ont été évacués par avion de la réserve kenyane de Masai Mara mercredi, après que plus d'une douzaine d'hôtels, de lodges et de camps ont été inondés à la suite des fortes pluies qui continuent de s'abattre sur le pays. Des installations touristiques ont été submergées par la crue d'une rivière de la réserve nationale. La Croix-Rouge kenyane a déclaré avoir secouru 36 personnes par voie aérienne et 25 autres par voie terrestre. Le gouvernement du comté de Narok a déclaré avoir déployé 2 hélicoptères pour procéder à des évacuations dans la vaste zone de conservation. Le ministre du Tourisme, Alfred Mutua, a demandé à tous les hôtels et campements situés près des rivières dans les réserves et parcs nationaux de mettre en place des protocoles précis d'évacuation, de transport et d'accueil. Situé dans le sud-ouest du Kenya, le parc national Masai Mara est une destination touristique populaire qui abrite une riche faune sauvage. Plus de 170 personnes sont mortes au Kenya depuis la mi-mars lorsque la saison des pluies a commencé. Des pluies torrentielles, amplifiées par le phénomène climatique El Niño, ne cessent de tomber sur le pays, provoquant des incidents liés aux inondations. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé que la Turquie se joindrait officiellement à la plainte pour génocide intentée par l'Afrique du Sud contre Israël. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Ankara ce mercredi. Durant celle-ci, le chef de la diplomatie turque a indiqué que son pays déposerait une demande officielle d'intervention à la Cour internationale de justice. Nous avons présenté les résultats de nos évaluations au président et conformément à la décision politique prise, je voudrais annoncer que la Turquie a décidé d'intervenir formellement dans la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice. Fin décembre, l'Afrique du Sud a assigné Israël devant la Cour internationale de justice pour possible violation de la Convention sur le génocide lors de son offensive militaire contre le Hamas à Gaza. De son côté, Israël rejette ces allégations, mais manifestement, comme Pretoria, la Turquie souhaiterait que les autorités israéliennes répondent de ces accusations devant la justice. Au cours des derniers mois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué les actions d'Israël, allant jusqu'à comparer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Hitler.
Après avoir rencontré les dirigeants israéliens ce mercredi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'Israël avait fait des compromis très importants dans le cadre des efforts de cesser le feu. Le chef de la diplomatie américaine a appelé le Hamas à accepter la proposition de trêve dans la bande de Gaza par considération pour la population palestinienne. J'ai rencontré aujourd'hui le Premier ministre Netanyahou et nous avons parlé bien sûr de l'accord sur les otages qui produirait un cessez-le-feu immédiat, ramènerait les otages chez eux, soulagerait les souffrances des Palestiniens à Gaza et nous donnerait quelque chose sur lequel nous appuyer à l'avenir pour parvenir à une paix et une sécurité durable. Israël a fait des compromis très importants dans la proposition qui est sur la table, démontrant ainsi son désir et sa volonté d'obtenir cet accord et de le mener à bien. Maintenant, comme nous l'avons dit, c'est au Hamas de décider. Le Hamas doit décider s'il accepte cet accord et s'il fait réellement progresser la situation des personnes dont il prétend se préoccuper à Gaza. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps pour d'autres marchandages. L'accord est là, ils doivent l'accepter. Les États-Unis restent opposés à une opération israélienne à Rafah. Cette opposition est également affichée par l'ONU qui craint un carnage parmi les 1,5 million de Palestiniens qui y cherchent refuge.